Installez-vous donc, donc merci beaucoup à Olivier Lelamer. Je suis Jacques-François Marchandise, directeur de la recherche et de la prospective de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et en fait, je vous dis juste deux mots, parce que le cadrage posé par Olivier Lelamer est très solide, il n'y a pas besoin d'y revenir 10 fois, mais si je vous raconte en deux mots comment on a construit cette journée et comment les interventions vont se dérouler et dans quel esprit on essaie d'être. Donc d'abord c'est un deuxième rendez-vous puisque l'an dernier certains d'entre vous étaient venus à la rencontre qu'on avait faite autour des problématiques d'identité numérique et de pratiques collaboratives sur le territoire, et c'était un rendez-vous passionnant et on a décidé, et je remercie vraiment Bernard Coisy de jouer le jeu, d'accueillir ce rendez-vous. On a essayé d'y revenir cette année et en y travaillant avec Gilles Van Neuven et avec Philippe Denis ici, on s'est dit que la thématique de la confiance sur laquelle à la FING on avait lourdement travaillé pendant quelques mois était un point d'appui assez formidable. Et puis en travaillant aussi avec l'association Défi pour imaginer les angles et les thématiques, on s'est dit que d'une certaine façon il fallait que cette journée soit pas simplement une restitution de travaux qui ont déjà eu lieu, sinon vous êtes un petit peu en position passive, c'est pas très intéressant, mais au contraire un moment d'élaboration. Autrement dit, on va prendre appui sur l'exposé introductif que va faire Daniel Kaplan, qui a piloté ce travail autour de la confiance numérique et qui a été au fond plein de surprises. Et on va s'aventurer dans plusieurs voies sur lesquelles on n'est pas encore beaucoup allé, parmi lesquelles dans différents temps de la matinée, la question des amitiés virtuelles, donc des échanges interpersonnels, la question des relations aux acteurs publics, qui est tout un ensemble d'interrogations, et puis les questions de solidarité, tout simplement. Donc dans toutes ces histoires-là, il y a un plateau d'intervenants, etc., mais on est en mode de coproduction et d'élaboration collective, et on va pouvoir cet après-midi aller plus loin. Donc ce à quoi je vous invite, puisqu'il y a beaucoup d'interventions ce matin, c'est vraiment, de vous mettre dans cette position de participation active, et deux, s'il n'y a pas le temps ce matin, engranger les énergies pour les échanges de cet après-midi, pour qu'il soit vraiment un moment de construction qui nous permette d'aller plus loin sur ces axes, puisque, je vous le dis, nous on a arrêté de travailler à un moment donné pour le rendre lisible, et dans l'esprit de marquer un palier, que ça serve, et aujourd'hui, j'allais dire, on est dans une des formes du deuxième essor de ce travail. Donc merci beaucoup de nous accueillir, et merci à la médiathèque et à Défi d'avoir co-organisé cette aventure, et puis évidemment à la ville de Lorient d'installer ce rendez-vous qui va permettre de densifier un pôle sud-Bretagne qui pour l'instant n'a pas encore été assez visible par rapport à ses potentiels sur la carte de l'innovation numérique, aussi bien du côté de l'innovation des usages. Or, moi j'ai le sentiment personnellement, pour connaître assez bien ce territoire depuis un moment, qu'il y a un potentiel très très fort ici. Donc je passe tout de suite la parole à Daniel Kaplan, qui est délégué général de la FING, et par ailleurs le pilote de cette aventure Confiance. À toi. Bonjour, merci. Ça marche? Oui. 1, 2, 1, 2. Bon, de toute façon, pour le moment, on va commencer par regarder la télé. Donc je ne vais pas parler longtemps. Ensuite, quand même, je reprendrai la parole. Juste d'abord pour dire que je suis ravi d'être là et grâce à Jacques-François, commencer à connaître les acteurs. Je partage ce qu'il vient de dire sur le potentiel. Et donc, on va essayer de développer ça ensemble. 1er février 2016, on parle encore une fois de la banque X6. Cette fois-ci, elle publie son nouveau manifeste. La banque, votre banque, faites-la vous-même. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de la banque X6 depuis 2011. Il faut se replacer pour ça, en 2008-2010, la crise de confiance vis-à-vis des banques, avec des clients qui, d'abord, ne comprennent plus comment fonctionne la banque, sur quelle base elle gagne de l'argent, quel est son modèle économique, et encore moins ce qu'elle fait de leur propre argent. En tout cas, le sentiment que
La banque fait de l'argent de ses clients ce qui l'intéresse, elle, et pas nécessairement ce qui est nécessaire ou utile pour ses clients. Et alors en 2011, la vieille et traditionnelle banque d'escompte et de prévoyance s'oriente dans une voie radicalement nouvelle. Face à la crise de confiance qui secoue le secteur bancaire, une des plus anciennes banques de France fait un choix osé. Elle décide de mettre en ligne, en accès libre, l'ensemble de ses données. Le but, rendre le métier de banquier transparent. Sur le site connaittabanque.com, on trouve de tout. 10 ans de données comptables, les salaires des dirigeants, les bonus, la composition de tous les portefeuilles de placement collectif, les bilans sociaux, l'actionnariat et la gouvernance. On imagine le tollé dans la profession. Nous rencontrons Olivier, jeune conseiller financier. Alors c'est sûr que moi je peux bien vous parler de cette histoire, puisque à l'époque je terminais mes études supérieures et cette histoire c'est immédiatement devenu un cas d'école. Vous imaginez le nombre incroyable de données qui ont juste été posées sur la table comme ça, juste une banque qui se met à nu. Leur message c'était « vous ne comprenez plus la banque, voici notre réponse, à vous de jouer ». Sauf qu'au début, ces données ont été utilisées par des concurrents directs ou par des gens qui ont une idée toute faite sur ce monde-là. Par exemple, on a vu des groupes militants, on a vu des lobbies politiques, des écolos qui ont calculé l'empreinte carbone de la banque. On a eu aussi un groupe d'artistes qui s'est inspiré de ces chiffres pour faire une exposition sur le monde de la finance. On se demandait vraiment où cette histoire allait nous mener. On se demandait même si les dirigeants avaient une idée précise sur le sujet. Mais une chose est sûre, c'est que ça a été très positif pour la banque, puisqu'on a beaucoup parlé de ça dans les médias. Donc les gens se sont posés des questions, les clients allaient voir leurs conseillers en leur disant « bon, ça a l'air très bien tout ce que vous faites là, mais je comprends pas mieux qu'avant, c'est trop spécialisé pour moi ». Je crois que les gens savaient pas concrètement ce que ça allait leur apporter. Ils se demandaient si c'était pas juste un coup de pub. C'est au moment où l'on commence à moins parler de cette opération qu'un collectif de hackers s'intéresse au phénomène et que l'histoire prend une autre tournure. Alors moi c'est simple, j'ai été fasciné par ça, cette masse de données, cette matière brute. On est des mordus de data visualisation, donc forcément ça nous a donné envie de faire quelque chose. Notre challenge était de rendre lisible cette information, mais au niveau de l'individu, du gars qui a son argent dans la banque. Le résultat ça a été un ensemble de représentations graphiques mettant en lumière de manière très visuelle les mouvements financiers de la banque. On l'a pensé comme un électroencéphalogramme, une sorte de film qui permettrait à n'importe qui de comprendre comment l'argent circule, ce qu'on en a fait, à qui ça profite, qui gagne des sous. Alors évidemment, ça reste abstrait, mais en tout cas, l'impact de l'image, ça les a fait réagir à la banque. C'est eux qui sont venus nous chercher pour qu'on bosse ensemble sur comment utiliser ce truc-là, l'optimiser, quoi. Au final, ce qu'on leur a proposé, c'est de fabriquer un outil pour utiliser cette représentation de données dans leur relation avec les clients. Alors là, mine de rien, c'est révolutionnaire. Parce que l'idée, c'est que le client et la banque disposent d'un outil commun. Par exemple, on te propose un prêt immobilier. Bah, tu peux voir tout ce qui est en jeu dans une offre, du côté de la banque, d'où vient l'argent, qui est commissionné. Ou encore, tu veux placer du frais. On te montre où il va aller, comment il va fructifier, quel projet il va financer, comment aussi il se situe par rapport à d'autres, même par rapport à la concurrence. Ça, pour moi, c'est de la vraie prise de risque. Parce que mettre du data brut sur Internet à la Wikileaks, évidemment, ça passe pour un coup de bluff. Mais quand on travaille à rendre ces données intelligibles pour l'utilisateur, là, c'est la vraie transparence qui commence. Nous rencontrons Jean-François, qui a récemment ouvert un compte chez Banque X6. Bonjour. Ce qui m'a fait choisir cette banque, le fait qu'on me considère comme une grande personne. Je ne suis pas un expert en finance, mais j'aime bien comprendre. Ici, ils font tout pour. Avec leur graphique, que je peux manipuler moi-même, je peux comparer avec les produits d'autres banques, faire des simulations, regarder comment ça se passe de semaine en semaine. C'est gonflé. Sur un placement par exemple, ils me disent combien eux gagnent sur ce que je place et même la commission que touche mon conseiller. En même temps, s'il faut gagner des sous, c'est normal qu'ils en gagnent aussi. Et puis il y a des trucs commodes. Dès qu'on ouvre un compte chez eux, ils créent un blog dédié à notre relation. J'y trouve tous nos comptes rendus de rendez-vous, tous les contrats que j'ai chez eux, tous nos échanges de messages.
Il y a aussi un widget sécurisé que je peux utiliser sur mon ordi ou sur mon iPad. Je peux y voir toutes les informations personnelles qu'ils ont sur moi et je peux même les télécharger sur Excel. Donc l'idée centrale, c'est d'avoir une relation de confiance entre le client et son conseiller. On arrête là le scénario, il en reste une trentaine de secondes, et je tenais à terminer sur ce petit morceau où, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais ce qui se passe dans cette relation à la fin entre le client et son conseiller, c'est que on n'a pas, comme souvent, vous êtes là, moi je suis conseiller, et éventuellement je vais à un moment faire le geste daigner tourner mon écran vers vous. Là, le client amène son écran et on travaille sur son écran. Tout ça au moment, je ne sais pas si vous avez le bonheur de l'avoir dans vos villes ici, au moment où la banque ING fait cette campagne d'affichage, et où il y a cette affiche extraordinaire, une fille super fière qui dit « Et toc, je téléphone à ma banque et elle me répond. » Waouh, ça c'est un exploit. Et on suppose donc qu'ils ont fait des tests, que donc quand on dit ça, il y a des gens qui se disent « C'est chouette, une banque qui répond au téléphone. » Bon, voilà. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on a voulu travailler sur la question de la confiance dans un monde numérique. Et effectivement, comme l'a très bien dit Olivier Lelamère, à partir d'une espèce d'insatisfaction qui consistait à dire, pour les acteurs qui travaillent dans le numérique, dans l'administration électronique, dans le commerce électronique, dans la banque, quand on dit confiance numérique, on répond systématiquement sécurité juridique, sécurité technique, protection, tous ces sujets qui ne sont pas illégitimes, mais on se dit, alors donc, quand on parle confiance, on ne répond que par la réparation de situations dans laquelle soit il n'y a pas de confiance, soit la confiance a été trahie. Et alors, sur la production de la confiance, sur ce qui fait qu'on a confiance ou qu'on n'a pas confiance, c'est ce qu'il n'y a pas matière à travailler. Et donc c'est là-dessus qu'on a embarqué pendant 8 mois un ensemble d'acteurs économiques, publics, chercheurs. Et pour ça, moi je vais juste vous l'introduire. Les résultats, comme tout ce que fait la FIM, les résultats de cette étude sont publics. Certains d'entre eux sont traduits au travers de ces scénarios, enfin de ce type de scénario vidéo. Tous en tout cas racontent des histoires. Donc quelques éléments simplement de référentiel pour vous donner une petite carte de ce travail. Et d'abord évidemment, mais ça a déjà été un peu introduit, donc je vais aller vite, il faut avoir une petite idée de ce dont on parle quand on parle de confiance. Et on a une difficulté en particulier en français, c'est contrairement en particulier à l'anglais, mais à quelques autres langues également, nous n'utilisons en général qu'un seul mot pour décrire deux phénomènes relativement différents qui sont là, ce qu'on pourrait appeler la grande confiance. On a confiance dans l'économie, on a confiance dans les institutions, on a ou pas. Voilà, donc il y a une prédisposition de confiance sociale, et puis le fait que je vous fasse confiance, je vous rencontre, je vous dis, moi j'aurais besoin que vous fassiez pour moi quelque chose qui est vraiment important pour moi. Est-ce que je vais vous le confier? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que je vais croire que vous allez effectivement faire ce que j'attends de vous? Et là, on est effectivement dans cette notion de risque. Faire confiance, c'est s'en remettre à quelqu'un pour quelque chose qui a de l'importance pour nous, sans avoir toutes les garanties que cette personne aura soit les compétences, soit même la bienveillance nécessaire pour faire ce que j'attends de vous. Alors typiquement, c'est ce qu'on va trouver au moment où, dans une transaction commerciale, on va se regarder droit dans les yeux, on va se taper dans la main, et le fait de faire confiance, de dire, quand on a fait ça, ça suffit, je ne vais pas derrière, on se regarder dans les yeux, on va se taper dans les mains, voici le contrat de 25 pages, voici mon avocat, etc. Dans la plupart des cas, en réalité, de la vie sociale et de la vie commerciale, justement, la confiance, c'est qu'on ne demande pas les garanties qu'on pourrait prendre, que l'on va donc accepter délibérément de prendre un risque et envoyer évidemment un message à l'autre de ce fait-là. C'est ça la confiance, et cette confiance-là, elle est absolument centrale à la quasi-totalité de nos actes individuels, sociaux, de nos relations de travail, et donc elle est évidemment importante, d'où cette question qui vient après, est-ce que la confiance est en crise? Et la réponse est pas si simple. Il y a une chose qui est parfaitement claire, c'est que la grande confiance, et notamment la confiance vis-à-vis en effet des référents habituels de la société, est en crise. Elle est en crise de deux manières. Il y a d'abord une crise de la confiance vis-à-vis des institutions. Ça, c'est parfaitement clair. Selon les dernières enquêtes,
le dernier bastion, le dernier endroit qui était le maire, ou les élus locaux, est lui aussi en train de céder, si j'ose dire, c'est-à-dire que là aussi, les gens disent « Non, j'ai pas si confiance que ça dans mon maire », alors que jusqu'ici, les élus nationaux, les conseillers régionaux, tout ça, c'était déjà des endroits dans lesquels, bon, voilà, non, j'ai pas confiance, mais le maire tenait encore, et là, c'est en train de faire. Alors, ça, c'est vrai, mais ce qui est au moins aussi vrai, quand on va regarder des enquêtes sur la confiance dans les médias, dans les experts, etc., elle n'est pas en train de dégringoler, elle est en train de se banaliser. C'est-à-dire, j'ai autant confiance dans le journal, dans l'expert en finance, en écologie, etc., que dans le blogueur du coin, dans mes amis, dans le site dont je ne connais pas l'auteur, ou le forum dans lequel les gens échangent sur un produit, un sujet, une maladie, etc. Donc, voilà. Il n'y a plus de référent naturel. Tout le monde doit prouver, tout le monde est au même niveau, tout est conversation, tout est relatif. Et évidemment, du coup, pour ces référents, il y a une vraie question de légitimité. Deuxième élément, en revanche, il y a clairement une crise de leur relation, et à nouveau, cette formidable pub d'ING en est un signe. Et on ne l'avait pas repéré, mais c'est en fait les acteurs, et en particulier les banquiers, les commerçants qui étaient dans ce groupe, qui nous ont dit, mais vous savez, on est en train de le voir, les gens sont en train de nous le dire, nous avons industrialisé notre production de services, notre relation à un tel point qu'aujourd'hui nous avons détruit quelque chose. Quand vous téléphonez au service client, si ça porte encore ce nom, d'un opérateur ou d'autre, que ça décroche éventuellement, qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Fabien, parce qu'évidemment on ne va pas vous dire qu'il s'appelle Farid, dont vous savez qu'il est à une distance située entre 1500 et 3000 km de vous, qui de toute façon a le regard rivé sur l'horloge, parce que s'il dépasse 2 minutes 30, il va se faire engueuler, qui lit un script pour vraiment piloter ce qu'il peut vous dire et ne pas vous dire, vous finissez par savoir que vous parlez physiquement à une personne, mais qu'en fait vous parlez à l'ordinateur. Et ceci est en train de détruire la confiance et la fidélité. Le meilleur épisode, le meilleur exemple pouvant être quelque part l'épisode de la hausse de la TVA sur les abonnements mobiles, qu'aucun opérateur n'a osé répercuter. Pourquoi? Parce que cette hausse de la TVA valait changement de contrat, donc permettait aux clients de sortir des contrats à 12, 18, 24 mois dans lesquels ils étaient enfermés, et les opérateurs eux-mêmes étaient absolument convaincus que les clients n'attendaient que ça pour les quitter, ce qui veut bien dire qu'il n'y avait aucun attachement, aucune proximité, aucune fidélité qui avait été créée entre ces opérateurs et leurs clients. Donc il y a une vraie crise de la relation, et nous disons que ça va plus loin. Parce que une fois qu'on a dit ça, on dit, alors c'est quand même étonnant, parce qu'en même temps, en effet, le commerce électronique continue de monter, les transactions en ligne continuent de monter, les réseaux sociaux explosent, etc. Donc les gens font des choses, alors même qu'on a le sentiment que peut-être ils ne devraient pas, donc, bon, finalement, en tout cas, la première chose que ça nous dit, ce n'était pas une crise de conscience vis-à-vis de l'Internet. Il y a éventuellement un problème dans la relation avec les organisations. Et alors du coup, on se dit, oui, mais alors comment ça se fait que les gens continuent de parler à ce point-là de sécurité, etc., alors qu'il y a un problème de relation, alors que les gens n'ont pas forcément un problème vis-à-vis de l'Internet soi-même. Et la dernière réponse qu'on fait là-dessus, c'est qu'on dit, en fait, le problème, c'est que ce sont des organisations qui n'ont pas confiance, qui ne font plus confiance aux individus, qui passent leur temps à sentir et à affirmer le besoin de se protéger contre leurs consommateurs, qui sont des fraudeurs ou qui voudraient à tout prix essayer de les quitter ou de tirer leur avantage plutôt que de fournir l'avantage que l'entreprise attend d'eux. Donc on va se défendre contre les consommateurs, de même que de plus en plus ces entreprises se défendent également contre leurs salariés, les surveillent, les imposent de plus en plus de procédures, de normes, etc. Et donc nous disons-nous qu'il y a aujourd'hui une crise de confiance qui est moins aujourd'hui, de manière manifeste, une crise de confiance forte des individus vis-à-vis des organisations, mais le contraire. Alors évidemment, cela va alimenter ensuite une forme de défi. Mais si on essaye de regarder ça sous cet angle-là, ça réouvre un petit peu le champ, ça réouvre un petit peu le champ de ce que pourrait être un travail
Et c'est ça que nous avons essayé de faire, un travail qui se focaliserait non plus sur la réparation de situations de confiance dégradées, mais sur la fabrique de la confiance. Qu'est-ce que les organisations, pas seulement les entreprises, pourraient essayer de travailler pour refabriquer de la confiance relationnelle au sens qu'on l'a décrivé. Alors, juste un mot sur aussi une chose que nous avons travaillé. Une autre chose qu'on a demandé aux participants, c'est-à-dire, à côté des problèmes que vous rencontrez, des difficultés, est-ce que vous voyez émerger des choses nouvelles? Et on a donc repéré, on a été chercher toute une série d'informations, de phénomènes, etc. Le plus important qui nous a semblé constater, ou les deux phénomènes les plus importants qu'on a constatés, c'est pour le premier, ce que nous avons appelé l'émergence de grands espaces, de grands phénomènes de confiance de pair à pair, donc, entre des individus, des grands espaces dans lesquels des milliers d'individus se mettent à échanger et construisent ensemble une forme de confiance. Et ils sont très nombreux. On va citer les forums de patients dans lesquels on se parle de sa maladie et qui sont vraiment des endroits d'où émergent à la fois des formes de bien-être, de confiance en soi, de la connaissance, de la capacité à vivre éventuellement avec une maladie chronique. On va parler des endroits où on va s'aider à choisir un endroit, dans une ville qu'on ne connaît pas, les hôtels, les restaurants ou des destinations de vacances. On va parler des sites de rencontres, des sites d'évaluation de produits. On va parler de ces forums de clients, d'opérateurs Internet, Free ou Neuf par exemple, qui sont très actifs et dans lesquels ce sont des clients qui se font le service client entre eux d'une certaine manière, qui se dépannent entre eux, qui le font de manière plutôt efficace. Vous avez d'assez grandes chances de trouver en français dans le texte la réponse à votre problème de client et donc de vous retrouver fidélisé et satisfait du service de cette enseigne grâce à un de ses clients et pas à un de ses conseillers. Tout cela, ça émerge dans toute une série de secteurs. Il y a toute une série d'endroits qui sont vraiment la relation avec le consommateur ou le tourisme, qui sont déjà transformés par ces espaces-là. Comme ça, on se dit quand même il y a quelque chose qui se passe. Et le deuxième aspect qui est important, que vivent à la fois d'ailleurs les institutions et les entreprises, c'est que les clients, les citoyens, dans leur relation avec eux, ne sont plus seuls. Ils passent leur temps à bavarder entre eux, à se raconter leurs expériences et à comparer leurs expériences entre eux. Et ça change évidemment la relation. C'est-à-dire, je ne suis plus un truc très gros qui sait quand même très bien ce qu'il fait et qu'il ne faut quand même pas l'embêter, et avec un type tout petit, une femme, qui n'a pas plus d'informations que ça, qui éventuellement a fait son boulot à la maison, mais qui en général a autre chose à faire dans la journée. Et donc, il est bon, d'accord, si vous pensez que les règles, c'est celle-là. Excusez-moi de vous avoir embêté. Ben là, c'est plus tout à fait de la même manière que ça se passe, parce qu'il y a des forums, des réseaux sociaux, que l'information circule, et même toute une série de dispositifs explicites de comparaison. Et donc, pour aller vite, et pour ne pas prendre trop de temps dans cette matinée qui ne fait que commencer quand même, de ce travail-là, dans lequel donc, on a associé toutes sortes d'acteurs différents, nous avons abouti, c'est un peu notre rôle à nous, nous avons abouti d'abord à identifier 4 territoires d'innovation, c'est-à-dire des endroits dans lesquels il y a quelque chose à faire, dans lesquels il y a à creuser, il y a à transformer des choses. Ces 4, c'est ceux que vous avez au centre. La confiance de pair à pair, donc on voit bien que, une fois qu'on a dit que ce sont des phénomènes importants, qui sont en train d'émerger, qui sont en train de changer toute une série de secteurs, ils posent à leur tour des problèmes. On connaît le chantage à l'évaluation sur les sites de vente aux enchères, qui sont là aussi un phénomène très très important, mais dans lequel on dit, si tu ne me mets pas 5 étoiles, tu vas voir un peu moi comment je vais t'évaluer comme acheteur. On connaît les faux commentaires que vous avez cités tout à l'heure sur les sites de tourisme. Et tout cela, en plus, les individus le savent. Et pour autant, ils continuent de s'en servir, ce qui marque ce que nous avons appelé effectivement l'existence d'un désir de confiance. Et pour autant, à un moment ou à un autre, peut-être, vont devoir émerger des formes d'autorégulation, dérégulation, d'évaluation de ces dispositifs-là, qui ne sont pas nécessairement des formes publiques, mais qui vont avoir besoin... il va falloir retrouver quelque part des évaluateurs, des tiers de confiance dans cet univers-là.
Le deuxième sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, aussi d'ailleurs quand on avait travaillé sur les questions d'identité, c'est la question complexe mais importante de l'outillage des individus. Dans un monde dans lequel effectivement se produit et se capte énormément d'informations collectives et personnelles, depuis 30 ans, ce sont d'abord les organisations, principalement les entreprises, mais également les acteurs publics, qui se sont dotés progressivement de capacités de plus en plus importantes pour collecter, rassembler, analyser, trier, croiser des informations non seulement sur leurs clients, mais sur la relation, l'histoire qu'ils ont avec ce client, et pour en tirer des enseignements pertinents, utiles, que ce soit pour adapter une offre, pour adapter un tarif, pour imaginer que c'est à ce moment-là qu'il faut aller lui parler de telle chose, pour repérer qu'il y a peut-être un problème. Et le fait qu'ils aient fait ça n'est pas méchant, je veux dire, il ne faut pas contre nous. On ne déteste pas quand ça se passe, en tout cas, quand on reprend contact avec une administration ou avec une entreprise et qu'elle se souvient un peu de qui on est, qu'elle sait à peu près ce dont on a besoin, qu'elle se souvient que peut-être on les a déjà contactés sur un problème il y a 6 mois, etc. Donc, il y a des bonnes raisons de le faire. Le problème que nous rencontrons, c'est qu'en revanche, cette montée en connaissance et en intelligence des organisations ne s'est en rien traduite par une montée en connaissance et en intelligence des individus dans ce phénomène, sauf si les individus sont débrouillés par eux-mêmes. Mais qu'en tout cas, les entreprises et les administrations n'ont rien restitué en termes de capacité aux individus de ça. Et du coup, on commence à avoir une forme de disjonction. Qui ne sait pas parler, qui n'a pas parlé à ses amis ou qui ne s'est pas étonné avec un ami d'avoir constaté que sur le train, vous avez eu ce tarif-là, vous l'avez pris 10 minutes plus tard pour la même destination le même jour, vous n'avez pas eu le même tarif. Même chose, qui a essayé un jour de comprendre pourquoi ou comment se situaient les forfaits téléphoniques les uns vis-à-vis des autres ou les tarifs bancaires les uns vis-à-vis des autres. On ne comprend plus comment ça marche, mais on est à peu près certain que si on a telle proposition et qu'un autre a telle proposition, c'est pas vraiment dans l'intérêt du client que ça se passe, ce sont des stratégies d'optimisation tarifaire, d'optimisation de la charge, etc., qui sont des stratégies en faveur des entreprises. C'est pas interdit de le faire, c'est un problème de ne pas les partager. Et donc, est-ce qu'on peut travailler sur l'outillage des individus? Est-ce que, et ça c'est vraiment la perspective sur laquelle nous on travaille, on pourrait commencer à partir du principe que si une entreprise a de l'information sur nous, c'est pas grave, mais il faut qu'on l'ait aussi. Et pas pour la contrôler seulement. Bien sûr, ça peut servir de contrôler, c'est dans la loi de 1978, mais pour en faire quelque chose d'intéressant. Oui, je sais, j'y suis à peu près, donc ça tombe bien. Mais pour en faire quelque chose d'intéressant pour soi. Donc, saurait-on à ce moment-là mettre en place des outils d'analyse, des outils de connaissance de soi, des outils qui permettraient de comparer, des outils qui permettraient de revenir sur sa relation avec une entreprise, de la remettre en concurrence, de se mettre ensemble pour lui demander quelque chose, etc. Et puis, dernier point sur lequel je veux insister, celui de la relation, à nouveau, c'est probablement là où quelque chose est cassé, c'est probablement là où cette industrialisation intéressant de plus en plus les acteurs publics, quelque chose pourrait se casser également dans la relation avec les administrations. Et donc on a beaucoup travaillé autour d'un certain nombre de pistes. Vous avez vu celle de la transparence. On en a évidemment travaillé un certain nombre d'autres. Je voudrais juste insister pour terminer sur la dernière, qu'on avait appelé « accorder sa confiance sans s'y perdre », qui consiste à dire qu'est-ce qui se passerait si une organisation décidait qu'elle part d'un a priori, elle part par principe d'un a priori de confiance dans sa relation avec un individu. Ça veut dire, vous me dites que vous êtes qui vous êtes, je vous crois. Vous me dites que vous êtes dans telle situation, par exemple au regard d'une demande de droit, je commence par vous croire. Je ne commence pas par vous demander les 5 kilos de papier, je ne commence pas par vous demander plein de choses, je commence par vous croire. Et ensuite, je mets en place évidemment un certain nombre de dispositifs pour éviter les effets d'aubaine, etc. Mais on peut le faire a posteriori. Mais je commence par dire, je crois ce que vous me dites, et ensuite on avance sur cette base. Et on essaie de raconter cette histoire plutôt dans le contexte d'une entreprise, de ce que voudrait dire finalement le fait de retourner un peu la prise de risque, c'est-à-dire je vais prendre le risque de faire confiance aux personnes que j'ai en face de moi,
mettre en place un certain nombre de moyens pour éviter que ceci ne conduise à trop d'abus, mais accepter le fait que prendre des risques veut dire que de temps en temps, effectivement, je serai abusé, mais peut-être qu'à la fin, cela va construire une confiance réciproque, que peut-être qu'à la fin, en fait, je vais économiser sur le coût extraordinaire des dispositifs de contrôle. Je pense que les acteurs qui font par exemple dans le social savent que ça coûte de contrôler également, et que donc peut-être qu'à la fin, collectivement, on s'en retrouvera mieux. Tout cela, on essaye de le décrire sur le site et dans cette étude. Donc, comme vous savez lire, je ne le détaille pas plus, et de toute façon, même si je voudrais, Jacques-François ne me laisserait pas le faire. Exactement. Merci Daniel. Donc vous voyez qu'une partie des points d'appui